Salut, je m'appelle Mathias, mon nom d'artiste c'est Maras, je suis un ancien élève du lycée français de Hambourg et aujourd'hui je suis devenu artiste. Voilà, je travaille à travers les mots pour faire du rap, du slam, de la poésie et parfois d'autres performances aussi. Pourquoi le slam? Alors, le slam parce que ça a commencé en fait dans la mesure où j'ai commencé par le rap. Et quand j'ai commencé par le rap, c'était pas forcément évident à mon époque de trouver des scènes, de trouver des endroits où on pouvait s'exprimer sur des open mic ou des scènes. Et une autre façon de pouvoir monter sur scène et de pouvoir s'entraîner avec nos textes, c'était les scènes slam qui avaient lieu plus régulièrement et qui étaient plus faciles d'accès que les scènes rap, pour ma part en tout cas en tant qu'étudiant. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis allé vers le slam à un moment et ça m'a permis de découvrir une autre approche de l'écriture et de la scène. Est-ce que tu pourrais dire que le slam est une façon d'exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer dans le quotidien? Je pense pas forcément que c'est des choses que tu ne peux pas exprimer dans ton quotidien. Je crois que tout le monde peut exprimer tout ce qu'il a envie dans son quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vas quelque part pour parler, généralement, là, tu vois, il y a une cour de récré à côté. Si tu te mets à parler et à dire ce que tu as envie de dire, personne ne va t'écouter. Donc le slam, c'est plutôt une façon d'avoir un moment, d'avoir un endroit qui suscite l'écoute et aussi d'avoir peut-être une forme qui va permettre de captiver l'auditeur, l'auditrice. Et donc en fait, c'est dans cette démarche-là que je crois que le slam peut être utile. Mais c'est pas forcément ça qui va faire que tu vas exprimer des choses que tu n'exprimes pas dans ton quotidien. C'est plutôt réussir à se faire entendre à mes yeux. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter ta vie professionnelle? Alors, ma vie professionnelle, c'est un peu chaotique. Donc, si tu veux imaginer ma vie professionnelle, t'imagines un tableau qui mélange aussi bien du Pablo Picasso que des gribouillages d'enfants et que des fan art de manga. Et tu auras peut-être un aperçu de ma vie professionnelle et tu n'arriveras pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais dans les grandes lignes, malgré tout, dans les grandes lignes, j'ai d'abord été passionné par le rap et le slam, donc j'ai commencé par écrire des textes de rap quand j'étais en terminale. Et après ma terminale, une fois que j'ai passé le bac, je suis venu étudier en France. Et en France, j'ai commencé à monter sur des petites scènes. Et pendant longtemps, c'était juste une passion. Et pour réussir à avoir des scènes, j'étais obligé de faire des compétitions. Et dans ces compétitions, j'ai réussi à m'illustrer, j'ai gagné quelques tournois importants. Et grâce à ces tournois importants, j'ai eu un peu plus de visibilité, j'ai pris confiance en moi aussi et ça m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles, de temps en temps faire un petit workshop, un petit atelier, une petite scène, un petit concert. Et après ça, finalement, à force d'en faire, quand ça se passait bien, j'ai pu en faire un métier, ça s'est développé. Et donc maintenant, aujourd'hui, je propose aussi bien des concerts de rap que des visites guidées de musées en rap et en slam. Et je produis également des événements, dont un qui s'appelle Ta mère la mieux, où j'invite des artistes du monde entier à venir sur scène et à s'envoyer les plus gros compliments possibles à la figure. Voilà. Ok. Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Est-ce que j'ai rencontré des obstacles? J'en rencontre tous les jours. Et des obstacles, j'en ai toujours eu. Tu vas avoir en termes d'obstacles, tu vas déjà avoir l'obstacle des finances pour réussir à construire un projet intéressant. Parfois, tu vas avoir envie de solliciter une musicienne, de solliciter un caméraman, de solliciter une personne pour faire l'ingénieur son. Et donc, en fait, tout ça, c'est des budgets et tu te retrouves confronté à la limite de ce que tes finances te permettent et tu dois d'abord creuser un peu dans tes propres poches pour financer un projet, l'enregistrement d'un CD, alors plus d'un CD mais d'un album tout simplement pour le mettre sur les plateformes, financer un clip. Donc déjà tu as la barrière financière. Ensuite, une fois que tu te retrouves à surmonter cette barrière, que tu y arrives, tu vas vouloir faire des choses encore plus grandes. Et donc cette barrière, en fait, elle sera toujours là. C'est-à-dire que même si un jour, tu arrives à financer ton album et à financer des clips, tu vas vouloir faire des choses plus intéressantes, plus grandes. Et à partir de là, tu auras toujours cette barrière qui sera omniprésente. Et l'autre barrière que tu peux avoir en permanence, ça va être la jalousie, la compétition, ça va être des personnes qui... C'est un milieu quand même où
dès que tu produis quelque chose, tu peux avoir très rapidement des regards et des personnes qui ont peut-être pas, qui auraient voulu avoir un certain niveau ou qui ont voulu avoir une certaine notoriété, qui vont commencer à entrer dans des histoires. À chaque fois, tu te retrouves confronté à des situations donc, financières, à des situations humaines qui peuvent poser souci. Tu peux avoir des situations aussi comme le Covid. Tu vois, il y a des métiers qui ont pu continuer pendant la pandémie. Le métier d'artiste, pour le coup, c'est un métier où tu te retrouves avec des nouvelles barrières. Il faut totalement le réinventer. Et pareil, tu as aussi une nouvelle barrière, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut se distraire avec le téléphone, avec le digital. Et maintenant, pour réussir à amener les gens à les sortir de chez eux pour voir quelque chose, c'est encore plus difficile qu'avant. Parce que même si tu as de plus en plus de moyens de communication, tu as aussi de plus en plus de moyens de distraction qui te gardent chez toi. Donc en fait, tu as plein d'obstacles comme ça que je repère là, comme ça, instantanément, et il y en a sûrement d'autres. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu es fier de ta vie professionnelle? Enfin, où tu es maintenant? Je sais pas. Okay. C'est très dur. Est-ce que je suis fier? Je suis fier de quelques étapes, je suis fier de quelques moments. Il y a des moments dont je suis un peu moins fier. J'espère que j'ai appris de ces moments-là pour être meilleur. Mais en tout cas, je sais pas si je peux avoir une fierté déjà maintenant. Pour moi, le projet, il est tellement encore en construction. Et ce que j'essaye là où j'essaye d'arriver artistiquement, c'est encore tellement loin de là où j'en suis que je peux pas parler de fierté à proprement dit. Je peux juste dire que je suis content du parcours fait, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ton premier concert, ta première représentation? Je me suis totalement foiré lors de mon premier concert. Mon premier concert, je suis monté sur scène, j'ai eu le micro et au bout de 2-3 paroles, j'ai déjà tout oublié avec le stress, je trouve qu'en allemand, en français, il y a le terme du trac. En allemand, je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est le Lampenfieber, la fièvre de la lumière. Et ça, je crois que toutes mes premières scènes, je l'ai ressenti. Donc ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième scène, j'oubliais mon texte. Et même encore, il y a quelques années, de temps en temps, quand je ressentais beaucoup de pression, j'étais capable d'oublier mes textes. Donc ma première scène, voilà, j'ai ressenti le stress et j'ai bégayé et c'était un échec total. Et puis ensuite, j'ai recommencé. D'accord. Tu t'as vécu au Togo pour un certain temps. Qu'est-ce que tu as emmené comme expérience? Le Togo, c'est ce qui m'a permis de relativiser. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti d'Allemagne pour partir habiter au Togo. Et en fait, je suis arrivé, j'étais, je pense, quelqu'un de plutôt d'une nature stressée et de nature un peu nerveuse. Et déjà, j'ai appris à relativiser beaucoup de choses. J'ai appris à prendre beaucoup plus de plaisir dans ce que je faisais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, si le Togo est aussi présent dans ma musique et dans ma vie et dans mon écriture, c'est parce que le Togo m'a permis, justement, juste avant, dans la question d'avant, je te répondais sur les difficultés, les échecs que j'ai eus en montant sur scène pour la première fois. Et en fait, ne rien lâcher et continuer en cherchant à y prendre du plaisir, c'est peut-être des philosophies que j'ai eues grâce au Togo. Et le Togo, aujourd'hui, c'est l'endroit où j'arrive à créer mes meilleurs morceaux. C'est là-bas que je vais pour enregistrer en studio. Ensuite, je retravaille toujours en studio à Bordeaux aussi, mais c'est vraiment... Ça m'apporte une chaleur, une confiance et une façon de dire « Ok, ce qu'on fait, c'est pas grave. Même si je parle de choses qui sont graves, tout ce qu'on fait, ce n'est pas forcément grave. » Et il y a toujours une façon de relativiser, de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. Pourquoi le Togo? Pourquoi le Togo? Parce que mon père, il a habité au Togo. Donc d'abord, je suis allé le rejoindre. Et ensuite, quand il a quitté le Togo et que moi, j'avais quitté le Togo aussi, c'est un pays avec lequel j'ai créé un lien assez fort pour y retourner. Et donc, pourquoi j'y suis retourné? Parce que justement, c'est un pays qui m'a marqué. C'est là-bas que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Donc déjà, ne serait-ce qu'à travers ça, il y a un lien artistique qui est fort. Mais tout comme je peux avoir ce lien avec l'Allemagne, ce lien, aujourd'hui en Allemagne, j'essaye de revenir aussi autant que je peux en Allemagne. Et c'est aussi pour ça que je reviens à Hambourg. C'est parce qu'il y a un lien particulier avec la ville. C'est pour ça...
c'est parce que je maîtrise la langue, je maîtrise des codes culturels, j'ai eu des bonnes expériences sur scène ici aussi. Et donc en fait, quand tu vas dans un endroit, que tu crées des liens, tu as envie d'y retourner, sinon le lien c'est comme une espèce de chose invisible qui s'effrite et qui s'efface, et j'ai pas envie que ça s'efface justement, j'ai envie de l'entretenir. D'accord. Est-ce que tu slams seulement en français? Alors je t'ai répondu dans la question d'avant un tout petit peu, c'est qu'en fait je slame en français certes, mais quand je reviens en Allemagne, parfois je dois faire des textes en allemand. Il y a 2 semaines, j'ai fait une performance au Luxembourg. Au Luxembourg, tu sais que c'est un pays qui parle aussi bien français qu'allemand. Et donc, les organisateurs qui m'ont invité au Luxembourg, ils ont demandé à ce que je fasse aussi des textes en allemand. Donc, de temps en temps, j'écris en allemand. Sauf que quand j'écris en allemand, c'est vraiment un niveau débutant. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à faire des très belles rimes en allemand. Mais je retranscris quand même mes idées. Et donc, j'écris en allemand, en français. J'ai déjà écrit en anglais aussi. J'ai écrit même dans des langues que je ne connais pas, que je ne sais pas parler. Avec Google Translate, j'ai utilisé par exemple ce logiciel pour écrire un texte en gaélique. Donc voilà, je crois qu'on peut écrire dans toutes les langues qu'on veut en fait. C'est quoi le thème le plus fréquent que tu as dans tes slams? Le thème qui apparaît le plus fréquemment, à mon avis, c'est la psychologie humaine. C'est comment est-ce qu'on se questionne par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Okay. Et est-ce que tu nous dirais, comme nous, comme élèves, de slammer pour nous exprimer? Quand je viens dans les ateliers, je vous le suggère déjà fortement. Et effectivement, je vous incite à utiliser, même si ce n'est pas forcément par le slam, mais même si c'est par un autre moyen, que ce soit par le rap, le rock, ou tout simplement par une lecture de discours, je pense qu'il est important de réussir à prendre le courage de s'exprimer en public, tout simplement de franchir ce pas-là. Parce que dans une société où il y a de plus en plus le poids du regard des gens, où notre vie privée devient très rapidement une vie publique avec les réseaux sociaux, se confronter au regard des autres et s'assumer tel qu'on est à travers la scène et la prise de parole en public, c'est une façon déjà de renforcer notre bouclier et de s'affirmer encore plus et d'être encore plus fort dans certaines situations. Donc, à mon avis, tout simplement le fait de se mettre en scène et de réussir à parler en public, c'est quelque chose que j'encourage, et donc notamment à travers le slam. Merci beaucoup.